Bien. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Bas Amalgame, M. Minot, vous faites des salutations personnalisées, c'est tout à fait normal. Oh. Bien. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver, Madame la Ministre. On va reprendre à l'article 4. Bien, avec 2 amendements de suppression. Le premier, Madame Faucillon. Oui, merci Monsieur le Président. Un amendement de suppression, car concernant les conventions CIFRE, aujourd'hui, les demandes consistent plutôt à vouloir les consolider et les élargir. Et ici, vous proposez la création d'un nouveau contrat doctoral de droit privé qui remplace un contrat tripartite où il y a le doctorant, l'entreprise, l'université, pour le remplacer par un contrat bipartite avec uniquement le doctorant et l'entreprise. Il nous semble que le contrat tripartite existant, il a une pertinence avec une université qui joue à la fois un rôle de médiation, mais qui permet aussi d'assurer une indépendance, une continuité aussi avec le monde de la recherche, et pas simplement d'isoler avec une entreprise. Donc, en plus, ce contrat, il nous semble moins protecteur que le contrat tripartite et avec un encadrement légal beaucoup plus limité. Donc c'est pourquoi on demande sa suppression. Et par ailleurs, quelques questionnements sur l'ambition de vouloir créer ce nouveau contrat doctoral plutôt que de chercher à consolider les conventions CIFRE. Je vous remercie. Merci Madame Faucillon. Madame Resiguier. Alors, le contrat de droit privé créé par le gouvernement protège bien mal les doctorants. Pas de durée minimale, ni de rémunération minimale. La logique tripartite, comme le disait ma collègue Elsa Faucillon, doctorant, laboratoire de recherche et entreprise, est rompue pour lui substituer un rapport de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. L'Association nationale de la recherche et de la technologie est également écartée du suivi du doctorant. Comme le remarque également la Confédération des jeunes chercheurs, la répartition du temps de travail des doctorants entre les activités liées à la thèse et les tâches demandées par l'entreprise n'est pas mentionnée. Enfin, il n'y a pas de cadre juridique précis quant à la propriété intellectuelle issue des travaux de recherche. La Confédération dénonce un contrat doctoral au rabais et sans garde-fou scientifique. Nous demandons donc la suppression de ce contrat. Merci. Madame la rapporteure. Alors, pour ces 2 amendements, donc, pour nous, ces contrats doctoraux répondent vraiment aussi à une demande de la communauté, parce que les types de CDD qui existent aujourd'hui pour employer des doctorants ne sont que partiellement adaptés à cette fin. Vous avez le CDD de complément de formation, donc, qui est prévu dans le Code du travail, qui est notamment utilisé par rapport aux conventions CIFRE, mais qui présente l'inconvénient que la non-réinscription du doctorant en école doctorale n'est pas considérée par le juge comme une cause réelle et sérieuse de rupture de la relation de travail. Et vous avez le CDD à objet défini, n'est pas adapté en termes de durée, puisqu'il dure 3 ans ou plus et qu'il nécessite, pour être conclu, l'existence d'un accord de branche. Donc là, le contrat de doctoral de droit privé proposé à cet article propose un cadre mieux adapté à la spécificité de la situation des doctorants. De plus, parce que je peux entendre le fait qu'il faut davantage encadrer, donc j'ai déposé des amendements afin de préciser que le doctorant doit disposer de suffisamment de temps pour rédiger sa thèse. Et afin de clarifier les conditions de l'échange et du partage des données entre le doctorant et son employeur, là également, il faut des précisions. J'ai également demandé qu'il y ait au moins 5/6 de son temps de travail qui soit consacré à des activités de recherche, comme c'est le cas pour le contrat doctoral de droit public. Donc je rejoins donc la nécessité de préciser certains éléments, mais cet article a un rôle à jouer dans la nouvelle organisation des contrats dans la recherche que propose cette loi, donc ce sera un avis défavorable pour les 2. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En complément de ce que vient de dire Madame la rapporteure, je pense que c'est important aussi de mentionner que c'est des contrats doctoraux qui permettent le recrutement en doctorat dans les EPIC, qui sont des établissements de droit privé et qui, jusqu'à présent, devaient faire de légères contorsions, si je puis dire, et utiliser en fait ce qui vient d'être évoqué comme type de contrat pour pouvoir accueillir des doctorants dans leur laboratoire. Madame Faucillon.
sur les remarques que vous formulez, elles pouvaient tout à fait s'intégrer dans une modification du contrat existant, mais qui restait tripartite. Et vous ne répondez pas sur la partie que joue le rôle de l'université jusque-là, c'est-à-dire d'assurer et de permettre une liberté. On se doute qu'un contrat doctoral directement dans une entreprise n'est pas exactement la même chose qu'un contrat dans lequel vous avez un labo, une université, dans laquelle vous êtes en contact avec d'autres qui ne sont pas dans la même entreprise que vous. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai une remarque, une question. Que se passe-t-il dans un cas qui peut arriver d'une entreprise rachetée, délocalisée, et une entreprise qui met la clé sous la porte? Alors, je vais vous répondre. En ce qui concerne le lien avec l'université, il reste, parce qu'il y a toujours l'école doctorale et l'université, il y aura toujours le même rattachement, le même contrôle au niveau des activités de recherche, et c'est inscrit dans les textes. Bien. Je mets aux voix ces deux amendements identiques de suppression. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. J'ai ensuite trois amendements identiques. Madame Bazin-Malgras, Monsieur Reiss et Monsieur Marie-Lossian. Merci, Monsieur le Président. Afin de ne pas rendre confus l'usage du terme contrat doctoral, cet amendement propose de nommer différemment les contrats doctoraux de droit public déjà existants et ceux de droit privé. Ceci permettrait également d'éviter de revoir tous les textes réglementaires des établissements mentionnant le contrat doctoral actuellement en vigueur, qui ne font pas systématiquement référence au décret du 23 avril 2009. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Reiss. Monsieur le Président, même avis pour cet amendement proposé par Madame Antoine de compléter doctoral par de droit privé. Merci. Monsieur Marie-Lossian. Merci Monsieur le Président. Même motivation, éviter une confusion et aussi probablement d'éviter de revoir tous les textes réglementaires qui ne font que référence à droit public. Nous demandons donc de préciser de droit privé. Merci. Madame la rapporteure. Avis favorable. Avis favorable. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Ils sont adoptés. Nous sommes encore avec trois amendements identiques, mais cette fois-ci, c'est Monsieur Reiss en premier, puis Madame Bazin-Malgras et Monsieur Marie-Lossian. Défendu, Monsieur le Président. Défendu. Madame Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose de clarifier le fait qu'un doctorant contractuel doit nécessairement passer l'essentiel de son temps à mener des activités de recherche doctorale. Je vous remercie. Merci. Monsieur Marie-Lossian. Merci. Madame la rapporteure. Donc je comprends l'intention de ces amendements, mais leur formulation me paraît imprécise. Donc je propose moi-même un amendement qui fixe la quotité minimum du temps de travail consacré à la recherche par le salarié à 5/6. Donc je pense que c'est bien d'inscrire le quota dans la loi. Donc là, avis défavorable pour cela. Une demande de retrait, peut-être Madame la rapporteure. Ou une demande de retrait. Je vous prie Retiré. Je vous remercie. Donc le 527, c'est celui-là auquel vous faisiez référence, Madame la rapporteure? Oui, tout à fait. Voilà, que les activités complémentaires à la recherche n'excèdent pas donc 1/6 du temps de travail du salarié, donc 5/6 pour la recherche. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 528, Madame la rapporteure. C'est un amendement donc, qui vise à ce que les activités de recherche soient en adéquation avec le sujet de la thèse. Très bien. Donc, je vise à garantir cette adéquation. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 421 est un amendement de précision. Oui. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 422, c'est toujours vous, Madame Gomez-Bassac. Alors là, il s'agissait de faire figurer dans le contrat les conditions de rédaction de la thèse. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et le 423. Alors cet amendement vise à intégrer les conditions spécifiques du partage des résultats des recherches entre l'entreprise et le doctorant contractuel dans les éléments déterminés par le décret en Conseil d'État. Cela permet de donner un cadre précis au partage des données scientifiques. Je mets aux voix qui est pour,
Ah, pardon, excusez-moi. Merci, madame. Merci, madame Baud. Pardon, merci, merci, Monsieur le Président. Alors, sur cet amendement, il me semble que préciser que les conditions d'échange et de partage des résultats des recherches se font entre l'employeur et le doctorant est peut-être d'un niveau de précision trop important. Donc, je propose qu'en réalité, on s'arrête à les précisant les conditions d'échange et de partage des résultats des recherches. Ok. Madame la rapporteure, vous êtes favorable? Donc, on va rectifier l'amendement. C'est bon? Et je mets aux voix l'amendement rectifié. Il est rectifié. Je mets aux voix l'amendement rectifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 294, Madame Manin. Ou Monsieur Jonico, je ne sais pas. Allez-y. Oui, alors cet amendement vise à ce que le contrat doctoral de droit privé soit en adéquation avec le sujet de recherche du salarié. Alors, si notre groupe ne s'oppose pas au principe d'une augmentation de thèse en entreprise, nous ne voulons pas d'un nouveau contrat doctoral au rabais et nous souhaitons donc des garde-fous scientifiques. Voilà. Merci. Madame la rapporteure. Avis défavorable, puisque dans les amendements que nous avons adoptés précédemment, on répond à ces exigences. Il est satisfait, donc vous demandez un retrait, c'est ça? Et un retrait. Madame Manin. Il est maintenu. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 424 est rédactionnel. Rédactionnel. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 296. Monsieur Jonico. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat doctoral lorsque l'inscription du doctorant n'est pas renouvelée, sans dommages et intérêts ni indemnité. Nous, comme l'a dit Josette Manin, nous ne nous opposons pas au principe d'une augmentation de thèse en entreprise, mais nous ne voulons pas d'un nouveau contrat doctoral au rabais et nous souhaitons des garde-fous scientifiques. Cet article sert à sécuriser les étapes préalables au recrutement des chercheurs ou des enseignants-chercheurs via un contrat doctoral, et donc avec la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat lorsque l'inscription du doctorant n'est pas renouvelée. Et donc, cet article précarise grandement le salarié. La dérogation relative aux indemnités de précarité est donc inacceptable. C'est le sens de cet amendement. Madame la rapporteure. Ce sera un avis défavorable, dans la mesure où le contrat conclu est un contrat dit doctoral qui est adapté aux spécificités du travail des doctorants. Il est entièrement logique que son exécution puisse ne pas être poursuivie en cas de non-renouvellement de l'inscription à l'université. Avis défavorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons ensuite des amendements en discussion commune. Le premier de Madame Gomez-Bassac, et puis 3 identiques. Je précise que si celui de Madame Gomez-Bassac était adopté, il ferait tomber les 3 suivants. Alors, cet amendement vise à éviter que le licenciement d'un salarié recruté par un contrat doctoral et dont l'inscription en vue d'obtenir un doctorat n'est pas renouvelée ne donne pas lieu au versement de dommages et intérêts et d'indemnités lorsque son non-renouvellement n'est pas de son fait. Madame Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose d'éviter que la non-réinscription, quand elle n'est pas du fait du doctorant, amène à un licenciement sans aucune indemnité. Je vous remercie. Merci. Monsieur Reiss. Oui, effectivement, cet amendement précise quand les dommages et intérêts sont dus ou ne sont pas dus, d'où cet amendement. Et Monsieur Marie-Lotion. Merci, Monsieur le Président. L'article 4 ne précise pas que la rupture du contrat doctoral de droit privé pour cause de non-renouvellement de l'inscription du salarié à l'obtention du doctorat puisse être du fait du salarié doctorant. Et il existe des cas de figure de non-réinscription en doctorat qui ne sont pas du fait du doctorant. C'est pour ça que nous proposons cet amendement. Madame la rapporteure, je suppose que vous privilégiez votre propre amendement. Voilà, exactement. Que je vais mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Les 3 autres tombent. Monsieur Reiss, c'est vous qui défendez le 32?
Il est défendu. Madame Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose d'éviter que la non-réinscription, quand elle n'est pas du fait du doctorant, amène à un licenciement sans aucune indemnité. Madame la rapporteure. Je pense que l'amendement que nous venons d'adopter, qui prévoit que le salarié est privé d'indemnité uniquement si le non-renouvellement de son inscription universitaire est son fait, est suffisamment protecteur pour le salarié, donc avis défavorable. Donc, il est satisfait, vous retirez Monsieur Reiss, Madame, ils sont retirés. Je vous remercie. Madame la rapporteure, le 426, rédactionnel. Rédactionnel. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 291, Madame Manin. Oui, merci, Président. 291, oui. Alors, cet amendement vise à réaffirmer les principes d'autonomie de la démarche scientifique et de libre expression garantis par les statuts des personnels de recherche et d'enseignement supérieur. Ces nouveaux contrats, qui sont autant de dérogations au statut de chercheur et d'enseignant-chercheur, sont en rupture totale avec la conception française de la recherche. Aussi est-il essentiel de préciser que ces grands principes doivent s'appliquer aux contractuels dans le cadre de leur mission. Madame la rapporteure. Alors, je comprends aussi l'intention de votre amendement, mais sa rédaction me paraît problématique. En effet, l'article L411-3 du Code de la recherche s'applique aux chercheurs relevant du secteur public. Or, nous sommes dans un cadre privé. Donc, c'est de la recherche privée dont il est question, donc avis défavorable. Avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Madame Manin ou Monsieur Jonicoul, 322. Il est défendu. Votre avis? Défavorable. Cet amendement, en fait, est satisfait déjà. Très bien. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 4 ainsi modifié. Qui est pour l'article 4 ainsi modifié? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 4, nous avons deux amendements portant article additionnel. Le premier est défendu par Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. De nombreux docteurs et post-docs formés en France partent à l'étranger, en partie pour des difficultés d'insertion professionnelle en France pour un certain nombre de scientifiques en début de carrière. En fait, l'objectif de cet amendement est le suivant, c'est de confier au président d'université une mission explicite de suivi et d'accompagnement postdoctoral pour maintenir un lien effectif entre l'université et les jeunes scientifiques et donner à la France les moyens de soutenir et d'encourager ces scientifiques lorsqu'ils souhaitent poursuivre leur carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche ou dans une entreprise innovante en France. Voilà l'objet du présent amendement et donc voilà aussi l'idée d'article à ajouter après l'article 4. Je vous remercie. Merci. En discussion commune, Monsieur Villani. Oui, cet amendement qui a été inspiré en particulier par les discussions avec l'IESF vise exactement au même objectif que celui de M. Hetzel. Il couvre un périmètre un peu plus large, il va un peu plus loin dans le détail, et il s'agit effectivement d'accompagner efficacement nos populations de jeunes chercheurs en confiant au président d'université une mission explicite de suivi et d'accompagnement postdoctoral de l'ensemble des docteurs et postdocs. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que l'obligation du suivi des docteurs figure déjà dans l'arrêté du mois de mai 2016, qui fixe le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Et par rapport aux propositions qui sont faites, ce que je voudrais, moi, vous proposer, c'est d'approfondir ça pour la séance, pour deux raisons. D'abord parce que je pense qu'il faut aussi mentionner le lien avec les observatoires de l'insertion professionnelle qui sont montés dans les universités. Il faut aussi tenir compte du fait que ça fait partie des missions de l'HCERS de prendre en compte cet aspect d'insertion professionnelle des doctorants au moment de l'évaluation des écoles doctorales notamment. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on le reformule pour que cette obligation figurant dans la loi puisse avoir encore plus de force et soit un levier dans le cadre des dialogues de gestion contractuelle avec les établissements. Mais je pense qu'il faudrait réécrire en fait ces amendements, si vous en étiez d'accord, pour les présenter en séance. Donc c'est une demande de retrait. Monsieur Hetzel, votre micro, Madame la ministre.
Merci beaucoup. Pour le moment, je le maintiens, quitte à le réécrire différemment encore pour la séance, mais je pense qu'il faut déjà un petit peu sécuriser le sujet. C'est vraiment une demande, notamment de la part des associations de doctorants, et je pense que ne pas l'intégrer à minima déjà maintenant serait un mauvais signe, quitte à ce que le gouvernement, d'ailleurs, par amendement en séance, revienne sur le texte issu de la commission. C'est pour ça que je préférais qu'on vote quand même l'un ou l'autre de nos amendements et puis qu'après le gouvernement utilise son droit d'amendement, qui serait assez simple. Monsieur Villani. Je partage la position exprimée par Monsieur Hetzel. Je préfère le maintenir, ou tout au moins que l'un ou l'autre puisse être adopté, quitte à ce que nous pouvions ensuite affiner. Je suis d'accord avec Madame la Ministre quand elle dit qu'il y a une possibilité de le retravailler et de l'approfondir encore. On peut aussi le faire par étapes. Madame la rapporteure, est-ce que vous voulez nous éclairer? Plutôt favorable pour l'amendement de Monsieur Villani et défavorable pour le second. Bon, alors, Monsieur Hetzel. Moi, il n'y a pas d'histoire d'ego. Je trouve qu'effectivement, celui de M. Villani est très bien aussi. En pareille situation, si on arrive à sécuriser les choses, ce que j'espère déjà maintenant, je suis prêt à retirer le mien. Je n'ai pas de souci avec ça, parce que l'objectif, c'est vraiment se préoccuper de manière sérieuse des doctorants et des post-doctorants. Donc, si M. Villani maintient bien le sien, moi, je le retire. Très bien. Et j'aimerais que ça puisse, effectivement, dans ce cas-là, faire un peu consensus. Bien, dans ces cas-là, je vais mettre aux voix l'amendement de M. Villani qui est pour. Il est adopté. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, article 5, Monsieur Larive. Oui, merci, Monsieur le Président. Les contrats postdoctoraux consistent bien souvent à confier à des jeunes chercheurs précaires des missions qui pourraient être réalisées par des titulaires. Après leur thèse, ils enchaînent pendant des années les postdocs en attendant un emploi pérenne. Développer les contrats postdoctoraux sans aucune rémunération minimale, sans aucune durée minimale et parfois sans aucune durée maximale, c'est encore retarder l'entrée dans un emploi titulaire. Cela a des conséquences très concrètes sur la vie des chercheurs. Difficulté à se loger, précarité matérielle, alors qu'ils sont titulaires d'un doctorat et participent à la création de savoir, tout comme les chercheurs titulaires. Nous demandons donc la suppression de cet article. Madame la rapporteure. Alors, les contrats postdoctoraux constituent aujourd'hui une étape normale de la carrière des chercheurs et des enseignants-chercheurs à l'échelle internationale. De plus, il s'agit moins par cet article d'encourager leur développement que d'encadrer et de sécuriser davantage le déroulement du postdoctorat. Le projet de loi précise notamment la durée maximale du contrat postdoctoral de 3 ans renouvelable une fois pour le postdoctorat de droit public et 4 ans pour le postdoctorat de droit privé, et prévoit des engagements de l'établissement en matière d'accompagnement du postdoctorant en matière de formation et d'insertion professionnelle. Donc ça vise plutôt justement à trouver une certaine stabilité suite au doctorat et justement de le permettre d'avoir un temps pour la qualification, etc. et d'être sécurisé par un contrat. Donc ça sera un avis défavorable. Bien, avis défavorable à l'amendement de suppression de M. Larive, que je mets aux voix. Qui est pour? L'amendement qui est contre? Il n'est pas adopté. M. Villani. Pour le 333. Voilà, micro, merci beaucoup. Oui, mes chers collègues, il s'agit de proposer une limitation de la durée du postdoc. Le postdoc, certes, est une entreprise qui peut être palpitante, passionnante. C'est quand même une situation précaire. Il importe de ne pas trop l'allonger. Et c'est pourquoi l'amendement propose 2 ans prolongeables d'1 an au lieu de 3 ans renouvelables une fois. C'est un amendement qui a été aussi inspiré par des discussions avec la CFDT. Merci, M. Villani. Madame la rapporteure. Je comprends votre intention de limiter la durée des contrats postdoctoraux, mais il faut également conserver de la souplesse pour ces contrats. Pour certains projets de recherche, une durée plus longue que celle que vous proposez peut être aussi pertinente. Je travaille en ce sens un amendement qui vise à instaurer une durée minimale d'1 an pour ces contrats et de mettre en cohérence les durées maximales entre le contrat postdoctoral public et privé pour l'examen du texte en séance publique. Donc je vous demanderai de retirer votre amendement. M. Villani. Tout en saluant votre effort pour améliorer le texte, je préfère maintenir l'amendement. Il est maintenu. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Reiss. Oui, merci, Monsieur le Président.
Donc, l'alinéa 6 de l'article 5 concerne donc le contrat postdoctoral et il précise les engagements de l'établissement concernant l'accompagnement du bénéficiaire du contrat, notamment en matière de formation. Et cet amendement propose de compléter et de préciser que c'est bien la formation professionnelle. Madame Bazin-Malgras. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme vous l'a dit mon collègue Reiss, c'est bien un amendement d'uniformisation et de clarification. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure. Précision bienvenue, donc avis favorable. Favorable, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 208, Monsieur Villani. Oui, toujours dans le même esprit, il s'agit de limiter la durée de ces contrats postdoctoraux, en l'occurrence de droit privé. Merci. Madame la rapporteure. Donc une durée plus longue peut être utile pour certains projets de recherche. Je partage encore une fois votre objectif de ne pas multiplier les contrats entre le doctorat et la titularisation. Mais pour les raisons que j'ai déjà invoquées tout à l'heure, ce sera un avis défavorable. Donc même avis défavorable, Monsieur le député. Vous voulez intervenir? Je mets aux voix. Qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté. Madame Manin, Monsieur Juanico pour le 292. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement vise à réaffirmer les principes d'autonomie et de la démarche scientifique et de libre expression garantis par les statuts des personnels de recherche et d'enseignement supérieur. Ces nouveaux contrats, nous l'avons déjà dit, sont autant de dérogations au statut de chercheur et d'enseignant-chercheur. Ils sont en rupture totale avec la conception française de la recherche. Aussi est-il essentiel de préciser que ces grands principes doivent s'appliquer aux contractuels dans le cadre de leur mission. Merci. Madame la rapporteure. Donc, je comprends l'intention de votre amendement, mais sa rédaction me paraît problématique puisque l'article L411-3 du Code de la recherche s'applique aux chercheurs relevant du secteur public. Or, c'est en partie de recherche privée dont il est question. Donc, avis défavorable. Madame la ministre. Effectivement, je voulais préciser que, en fait, cet alinéa reprend le 411-3 du Code de la recherche qui s'applique bien à tous les personnels de recherche, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Et je voudrais aussi préciser que, bien sûr, le décret d'application précisera ces garanties d'autonomie dans le cadre du secteur privé. Donc c'est un avis défavorable ou une demande de retrait, madame? Bien, avis défavorable. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. N'est pas adopté. Le 323, Monsieur Chonico. Il est défendu. Votre avis, madame la rapporteure? Avis défavorable, cet amendement est satisfait. Défavorable, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 5 ainsi modifié. Qui est pour l'article 5, qui est contre, il est adopté. Monsieur Hetzel, après l'article 5, vous défendez un amendement portant Oui, à merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un amendement auquel, effectivement, je suis particulièrement attaché, d'ailleurs, mon groupe parlementaire également, dans la mesure où, en fait, on a pu constater dans le passé un problème très franco-français, c'est-à-dire le fait que l'on imagine nommer à la direction d'un établissement de recherche quelqu'un qui, par ailleurs, n'est pas titulaire d'un doctorat. Il ne s'agit pas évidemment de rentrer dans des questions de personnes, mais vraiment une question de principe. Et ça montre bien, là aussi, toute la difficulté que nous avons en France pour faire reconnaître le doctorat. Et pour ma part, lorsque des débats ont pu avoir lieu sur les nominations à la tête des organismes de recherche, le fait même que, évidemment, notre modèle français très attaché, évidemment, à une certaine forme, de production d'élite, se mettent dans une situation où on dit finalement, le doctorat n'est pas nécessaire. On peut nommer à la tête d'un organisme quelqu'un qui n'est pas docteur. Dans aucun pays au monde, on ne verrait cela. Et je crois que symboliquement, si l'on souhaite à un moment donné avoir un acte très fort de valorisation du doctorat, il faut inscrire explicitement dans les textes que l'une des conditions sine qua non, évidemment pas exclusive, mais une condition nécessaire pour pouvoir diriger un grand organisme dans notre pays, eh bien, il faut être titulaire d'un doctorat. C'est aussi simple que cela. Je crois qu'à un moment donné, à côté des discours, il y a les actes. Il faut savoir inscrire un certain nombre de choses aussi dans la loi. Eh bien, je profite de la présence de la ministre pour lancer cet appel solennel.
il me semble plus que jamais indispensable, si l'on veut valoriser le doctorat, de dire très clairement, tout dirigeant d'organisme de recherche qui sera nommé dans le futur, il ne s'agit évidemment pas d'être rétroactif, c'est pas ça, ou les renominations pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais pour que dans le futur, on dise, voilà, il s'agit d'être titulaire d'un doctorat. Je vous remercie. Merci, M. Hetzel. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, effectivement, votre proposition vise à introduire l'obligation de la détention d'un doctorat pour candidater à la direction d'un établissement public de recherche. En fait, en réalité, une telle proposition priverait les organismes de candidats qui peuvent ne pas être titulaires d'un doctorat, mais néanmoins présenter une expérience reconnue dans le domaine scientifique et technique. Et c'est le cas, par exemple, de certains membres des grands corps techniques de l'État. Ce que prévoient les statuts des organismes de recherche, c'est que leur dirigeant est choisi parmi des personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique. Et dans l'immense majorité des cas, c'est une nomination du président de la République qui est soumise à une audition à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc vous avez toute latitude, si vous ne reconnaissez pas les compétences scientifiques ou techniques nécessaires à la personne que vous auditionnez. Monsieur Hetzel et Monsieur Villani. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Une nouvelle fois, je suis surpris par votre réponse. Évidemment, je ne méconnais pas l'existence de grands corps techniques de l'État, mais c'est précisément la question. C'est précisément la question. Eh bien, une nouvelle fois, une ministre de la Recherche se place effectivement sous le joug de ces grands corps techniques de l'État. Et en réalité, le diplôme ultime, prestigieux de notre enseignement supérieur, qu'est le doctorat, on le met de côté parce qu'on considère que c'est les grands corps techniques de l'État qui doivent diriger. Je trouve que pour notre enseignement supérieur et notre recherche, il y a là vraiment un sujet de fond. Je pense qu'il faut battre le fer. Pour ma part, je ne me contente pas de cette réponse, mais en tout cas, elle est révélatrice d'une certaine vision des choses. En tout cas, je ne la partage nullement. Monsieur Villani. Oui, je pense que l'amendement proposé par M. Hetzel est intéressant, à condition qu'on le prenne du bon point de vue. Il ne s'agit pas ici d'écrémer les candidats en disant tel ou tel n'est pas digne de présider un établissement de recherche. Il s'agit de donner des incitations à l'avenir pour que davantage de nos jeunes qui sortent, par exemple, qui sont dans des grandes écoles d'ingénieurs, se dirigent vers le doctorat en se disant, voilà, quelque chose qui me donne l'accès à certaines carrières. De la même façon qu'aujourd'hui, certains de nos jeunes chercheurs passent l'agrégation sans en avoir vraiment besoin parce qu'ils savent que ça leur ouvrira certaines portes. Nous sommes dans un contexte où il faut trouver des mesures pour revaloriser le doctorat. J'ai moi-même déposé un autre amendement en ce sens que nous examinerons plus loin. Et je pense que l'amendement de M. Hetzel est intéressant si on le voit dans ce sens de participer à la nécessaire revalorisation du doctorat dans notre pays. Bien. Oui, Madame Genevard. Oui, merci, Monsieur le Président. J'entends bien votre argument, Madame la Ministre, qui consiste à dire, après tout, il vous appartient, dans les auditions que vous ferez des candidats, de déterminer s'ils sont aptes ou pas. Mais vous savez bien, en la matière, Madame la Ministre, que le fait majoritaire s'impose et que dès lors que le gouvernement a donné son aval, la majorité suit. Donc, le pouvoir d'appréciation de notre commission a tout de même ses limites politiques. Bien. Nous allons voter avec avis défavorable de Madame la Ministre et de Madame la rapporteure qui est pour l'amendement de M. Hetzel, qui est contre, il n'est pas adopté. Monsieur Larive, le 223. Non. Allez-y, Monsieur Larive. Non, je vous assure que... Pour la majorité. Je sens quand il faut que je fasse acte de prudence. Oui, bonjour. Donc, au lieu de baisser le nombre de contractuels dans la recherche et de les titulariser, votre projet de loi prévoit une augmentation de 15 000 emplois hors plafond. Pourtant, en 2017, la France comptait plus de 23 000 enseignants-chercheurs non permanents, plus de 20 000 agents contractuels hors enseignants employés sur des missions permanentes, plus de 5 000 chercheurs non permanents et près de 12 000 ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation contractuels sur des missions permanentes. Alors, vous m'avez déjà objecté, Madame la Ministre,
que certaines catégories ne pouvaient être titularisées, selon vous, bien entendu. Nous avons déjà eu cette discussion qui est devenue idéologique, puisque vous avez fait un choix politique, celui de la précarisation, et moi, le choix inverse. Pourtant, ces personnels-là exercent des emplois sur des fonctions pérennes. Il n'y a aucune raison valable pour les maintenir dans la précarité et les rémunérer moins que leurs collègues titulaires. Nous demandons donc de nouveau un rapport d'information portant sur la mise en œuvre d'un plan de titularisation des précaires exerçant des emplois sur des fonctions pérennes dans la recherche publique. Merci. Madame la rapporteure. Avis défavorable. Il y a des demandes de rapport tout le long de cette loi qui me semblent amplement suffisantes et qui répondront sûrement à ces attentes. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. En réalité, Monsieur le député, je pense que vous le savez très bien, lorsqu'on enlève les doctorants et les stagiaires des emplois non titulaires, il reste finalement assez peu de personnel contractuel sur des fonctions pérennes. Pour le reste, les personnels contractuels sont majoritairement recrutés sur les ressources propres des établissements, qui rémunèrent par définition des fonctions non pérennes, puisque liées à l'obtention, par exemple, de financements européens ou internationaux. Au contraire de ce que vous dites, ce projet de loi fait le choix de proposer des solutions aux situations précaires des contractuels grâce à ces chaires de professeurs juniors qui amèneront à la titularisation et grâce au dispositif de CDI de mission qui permettra de stabiliser et de sécuriser dans la durée une partie de ces contractuels. Donc c'est la raison pour laquelle c'est aussi un avis défavorable du gouvernement. Bien, avis défavorable, je mets aux voix qui est pour l'amendement de M. Larive, qui est contre, il n'est pas adopté. Et nous arrivons à l'article 6 avec 4 amendements identiques de suppression. Madame Fossillon. Oui, amendement de suppression, je dirais qu'on arrive à l'article pépite de ce projet de loi. Article pépite parce qu'il y a un constat qui semble partagé depuis le départ de la discussion sur ce projet de loi. Madame la ministre, les rapporteurs font le constat d'une grande précarité dans le domaine de la recherche. C'est vrai. Et donc, il y a dans bien des domaines des contractuels, des CDD qui s'enchaînent. Et tous en chœur disent combien bien ils recherchent de la stabilité, une vision sur leur carrière, le moment où ils pourront être titularisés, pouvoir aussi engager un travail dans la continuité et puis, pourquoi pas aussi avoir une vie personnelle un peu plus stable. Et là, pour répondre à ça, plutôt que d'avoir des marqueurs dans ce projet de loi qui sont des marqueurs qui répondent à cette précarité par des mesures qui permettent de contrer cette précarité, vous inventez le CDI de mission. Et tout le monde a compris qu'un CDI de mission, c'était tout sauf un CDI, puisqu'il est de mission. Donc, pour les missions, généralement, il y a des contrats qui s'appellent des CDD. Et le CDD, comme il est court, les salariés, les organisations syndicales se sont battus pour qu'il soit le plus protecteur possible. D'abord qu'on ait une vue sur sa durée, et puis il y a la prime de précarité, tout un tas de choses qui permettent de dire que ce n'est pas un CDI, c'est un CDD. Donc on assure au moins de la protection. Et là, vous renforcez, à nos yeux en tout cas, cette précarité. En plus, ici, on voit à peu près ce que c'est, nous les députés, les CDI de mission. On voit à peu près parce qu'on a des collaborateurs et des collaboratrices qui globalement fonctionnent avec ça. Et ce qu'on sait, c'est à quel point ça crée des situations de vulnérabilité. Et ça crée des situations où il est difficile pour ces salariés de lutter contre les oppressions quand elles s'exercent. Donc vraiment, quand on demande cette suppression, c'est loin d'être formel. Je dis encore combien cet article, pour nous, est l'illustration d'un projet de loi qui ne répond pas au constat qu'il énonce. Alors, le 191 est-il défendu? Je ne vois pas. Madame Ressiguier pour le 225. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les CDI de mission scientifique n'ont de CDI que le nom. Vous pouvez jouer sur les mots, mais cela ne change pas la réalité. La rémunération minimum n'est pas précisée, ni les indemnités de fin de contrat. Alors qu'un quart de la recherche publique est déjà occupé par des emplois non permanents, vous choisissez de créer un nouveau type de contrat précaire. Nous défendons le statut de fonctionnaire et ces emplois et sur des fonctions pérennes.
Par conséquent, nous demandons la suppression du CDI de mission scientifique. Et j'ajoute que la création de ces contrats précaires que vous multipliez dans le projet de loi crée des inégalités entre les générations, et ce qui n'est bon pour personne. Je vous remercie. Et enfin, Madame Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Un amendement qui vise aussi à supprimer cet article qui crée les CDI de mission scientifique. Nous estimons que ce contrat précarise les chercheurs, sans durée minimale, sans indemnité de fin de contrat, sans délai de prévenance. Il se différencie d'un CDI classique par un licenciement de plein droit lorsque le projet prend fin. Nous rappelons que le droit actuel prévoit déjà la cessation d'un contrat d'un CDI dès lors qu'il n'a plus d'objet. La création de ce nouveau contrat, ça a été dit, n'a donc pas de raison d'être, si ce n'est de placer le chercheur dans une situation de dépendance vis-à-vis de son employeur, contraire à toute notion d'autonomie scientifique et de liberté d'expression. Les motifs de rupture étant à la seule appréciation de l'employeur, un licenciement pourrait être envisagé pour manque de financement ou pour désaccord entre le directeur de recherche et le contractuel qui rendrait impossible la réalisation d'un projet. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je pense qu'il est important de voir la situation de laquelle nous partons actuellement. Actuellement, des organismes de recherche obtiennent des financements. Prenons le plus simple, prenons les financements qu'ils peuvent obtenir de l'Union européenne et sont dans l'incapacité de recruter les personnels nécessaires à la réalisation du projet pour lesquels ils ont obtenu ces financements pour la durée de ce projet. Pourquoi ? Parce que actuellement, il est impossible de faire des CDI de mission scientifique de droit public, et c'est ce que nous proposons de faire dans cet article. La différence entre les CDI de chantier ou les CDI d'opération qui sont prévus dans l'article 431.4 qui sont ouverts aux établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou les fondations reconnues d'utilité publique prévoient des accords d'entreprise. Le CDI de mission scientifique, c'est un contrat de droit public. Donc évidemment, ces modalités ne peuvent pas relever d'un accord d'entreprise. Mais ces modalités relèveront d'un décret en Conseil d'État. Ce décret devra notamment préciser les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat, les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, les garanties en termes de formation pour les salariés concernés, les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. Et évidemment, le gouvernement prend l'engagement que ce décret en Conseil d'État traitera de toutes ces questions et que ce décret soit pris avant l'été 2021. C'est déjà prévu dans l'article législatif qui précise que ce décret en Conseil d'État existera et fixera les modalités d'application de l'article. Et on y décline la nature des projets, les modalités de recrutement, les modalités de rupture du contrat, les modalités de mise en œuvre des indemnités de rupture. Certains amendements qui vont être présentés vont aussi permettre d'être au moins au même niveau de garantie que les CDI d'opération de droit privé. C'est une véritable demande de la part des ingénieurs, des techniciens qui sont recrutés sur des financements qui durent 8, 10, 12 ans et qui aujourd'hui voient leur contrat s'arrêter au bout de maximum 5 ans. Bien. Alors, j'ai eu quelques demandes de prise de parole. Je vais donner dans l'ordre suivant. Madame Rilhac, Monsieur Larive, Madame Fossillon. Madame Rilhac. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir sur la défense des amendements de Madame Fossillon, moi, je fais aussi la comparaison justement du CDI de mission avec le CDI de chantier dont Madame la ministre vient justement de nous préciser le cadre légal. Et c'est vrai que dans le cadre légal, aujourd'hui, le CDI de mission qui nous est proposé là n'est pas encore cadré. Et c'est, Madame la Ministre, c'est vrai que là-dessus, nous sommes peut-être plus ou moins inquiets
sur la véracité et surtout comment est-ce que cela va être rédigé dans les décrets. Donc ça nous paraît important d'en discuter pour avoir la certitude, particulièrement en cas de non-résiliation de la mission. Simplement un exemple sur les contrats, les missions sur des fonds européens. Nous savons qu'à certains moments, les fonds ne peuvent ne pas être conduits. Et dans ces cas-là, la mission de recherche pourrait être avortée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur le devenir des chercheurs qui seraient dans ce CDI-là. Donc nous avons besoin que ces décrets-là, nous soyons rassurés pour que les chercheurs soient correctement encadrés au même titre qu'aujourd'hui, les CDI de chantier de droit privé le sont. Et c'est pour ça que cet article de suppression il va peut-être un petit peu trop loin, parce que je pense que, Madame la rapporteure d'ailleurs, il y a des amendements possibles, nous-mêmes pourrons encore amender, pour améliorer et obtenir toutes les garanties du ministère pour que ce CDI de mission scientifique, qui est une nouveauté dans le droit public, soit encadré. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin pour la recherche, pas simplement des enseignants-chercheurs, nous avons aussi peut-être besoin d'envoyer le message que la recherche est un métier et que ce métier-là peut sortir du système universitaire. Et aujourd'hui, il est cantonné à ce système. Merci. J'en profite pour signaler, puisqu'il y a un certain nombre d'interrogations qui sont partagées par Mme Rilhac, que, en ce qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur, 100% des décrets d'application des différents textes que nous avons votés ici en commission et dans l'hémicycle ont été pris. Et que donc, si le décret n'a pas encore été rédigé, ça ne saurait, je suppose, tarder. Donc, je pense qu'on peut faire le crédit à Madame la ministre de faire effectivement un travail de rédaction rapide qui pourra nous rassurer si jamais il y avait une inquiétude. Madame Rilhac, Madame la rapporteure, vous souhaitiez intervenir et je donnerai la parole juste après. Oui, je voulais juste préciser que par rapport à ces inquiétudes, j'ai déposé des amendements en ce sens, dont un qui précise qu'en cas d'épuisement de l'objet du contrat, l'employeur doit justifier de l'arrêt effectif de l'activité de recherche, de façon à ce que sur une même activité, il n'y ait pas plusieurs contrats, mais bien la poursuite du contrat initial. Et je demande également que soient fixées par décret les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé. Bien, Monsieur Larive. Oui. Un contrat dont on pose une date d'entrée, une date de sortie, ça s'appelle un contrat à durée déterminée. Hein, voilà. Après, effectivement, sinon il y a les CDI de chantier, qui sont aussi des contrats à durée déterminée. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, une sortie sur le chantier. Maintenant, vous me parliez, Madame la Ministre, tout à l'heure, de missions qui étaient quasi exclusivement temporaires, dites-vous. Mais vous m'avez peut-être pas très bien entendu tout à l'heure, parce que vous m'avez justifié cette impossibilité de CDI tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous faites alors des 20 000 agents contractuels hors enseignement supérieur qui sont sur des missions permanentes et des 12 000 ingénieurs et personnels techniques qui sont contractuels, qui sont aussi sur des missions permanentes? En fait, ce sont des missions comme dans l'audiovisuel, ça s'appelle des permittents dans l'audiovisuel, et comme ça, on va jusqu'à la retraite. C'est-à-dire qu'on renouvelle des contrats, et jusqu'à la retraite, comme cela. Donc, à partir de ce moment-là, non, on a des missions qui sont temporaires de façon permanente. Donc, voilà, on a aussi là aussi ce qu'on appelle des permittents. Oui, sauf qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à la retraite comme ça, Monsieur Larive. Hein. Non, mais c'est sûr que non, même. Madame Fossillon. Oui, ce que vient de pointer mon collègue Larive, c'est le fait que dans le secteur public de la recherche, pas seulement, mais dans celui de la recherche, on voit combien l'utilisation de CDD renouvelés, réintitulés ad vitam aeternam est largement répandue, mais très largement répandue. Et donc, la demande, et en tout cas ce qui nous semble pas simplement une demande d'ailleurs, mais juste, ce serait de pouvoir lutter contre ça en travaillant justement à des contrats pérennes. Ici, moi, ce qui m'inquiète doublement, non seulement pour celles et ceux qui auront ces CDI de mission, et du fait que, bon, on verra le décret, mais en tout cas, il soit extrêmement peu encadré. Vous faites le parallèle avec le CDI de chantier de droit privé, mais mes chers collègues, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qu'on est en train d'introduire dans le droit public. C'est-à-dire que là, on accepte qu'il existe quelque chose qui s'appelle le CDI de mission dans le secteur public. C'est-à-dire quelque chose qui n'est plus un CDI. Et donc, y compris sur le glissement aujourd'hui sémantique, nous admettons qu'il peut y avoir des CDI qui soient des CDI temporaires.
Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ce que vous souhaitez faire et casser des statuts dans la fonction publique. Il faut pouvoir, à un moment, le dire de manière extrêmement claire, plutôt que de chercher à inventer un terme qui n'a aucun sens et qui ne répond absolument pas aux situations, parce que celle que vous évoquez sur des contrats de 8 ans, on peut parler du nombre, et vous pouvez évoquer le nombre de chercheurs que ça représente. Par contre, les 20 000 dont vient de parler mon collègue, eux, on ne répond à rien pour eux. Madame Tolmont. Oui, merci, Monsieur le Président. Je partage évidemment les craintes évoquées par ma collègue Faucillon. J'ajoute que lors des auditions, les chercheurs nous ont fait part de leurs craintes que sur les 5200 postes supplémentaires prévus d'ici 2030, les CDI de mission soient compris. Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez les rassurer sur ce point et nous assurer du fait que ces CDI de mission ne seront pas compris dans les 5200 postes en question? Madame Pouzireff et Madame la Ministre. Merci, Président. Oui, il me semble qu'on ne peut pas nier que éviter l'enchaînement de CDD courts et remplacer des CDD par des CDI sur une durée plus longue va quand même permettre d'éviter toute cette complication, toutes ces complications de renouveler tous les 3 ans des contrats, alors que le projet, lui, continue. Donc, il me semble qu'il y a une question de logique et que c'est en fait une amélioration. En plus, c'est souvent la seule solution lorsqu'on ne peut pas, effectivement, employer sur des contrats de recherche européens, créer des postes de statutaires. Donc, une amélioration, la solution également. Et puis, effectivement, je me félicite que Madame la rapporteure puisse développer des amendements qui visent justement à garantir un meilleur accompagnement à la sortie de ces CDI de mission, lorsqu'au bout de 10-12 ans, le projet peut s'arrêter, et nous serons vigilants là-dessus. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que c'est important de repartir de la réalité. Ça fait depuis la loi Sauvadet, en réalité, qu'on ne peut pas renouveler en permanence des CDD comme vous l'évoquez. Puisque non, parce que c'est tout CDD employeur public, je vous assure. Et pour l'avoir vécu en tant que présidente d'université, il faut recalculer, y compris les mois où quelqu'un est passé 4 mois au CNRS, puis 6 mois à l'université, puis 12 mois à l'INSERM, pour pouvoir faire des contrats qui ont une durée qui n'oblige pas à la CDIsation, qui obère les financements et la masse salariale des établissements qui doivent rester consacrés au recrutement de titulaires ou au recrutement de CDI de la fonction publique. On est en train de parler de contrats qui actuellement sont des contrats courts, de 5 ans maximum, qui sont uniquement des contrats sur ressources propres, c'est-à-dire qu'évidemment, ça ne peut pas être des contrats sous plafond État, parce que par définition, ce sont des contrats liés à des ressources propres. Donc ça répond à l'inquiétude de Madame la députée. Et c'est pour permettre justement à ces personnes qui sont des techniciens, qui sont des ingénieurs, qui sont parfois des chercheurs, qui participent à ces programmes de recherche financés sur des durées longues, comme c'est le cas actuellement par exemple au CNES ou comme c'est le cas au CEA. Le CNES, le CEA peuvent faire des CDI de mission scientifique puisqu'ils sont soumis au droit privé. Et ce que demandent les organismes de recherche publics, ce que demandent les universités, c'est avoir les mêmes possibilités que le CNES ou que le CEA de pouvoir embaucher sur des programmes qui sont des programmes de longue durée, des personnes pour, à minima, toute la durée du programme. Voilà, c'est tout ce qui est demandé. Une fois de plus, j'ai répondu à cette question. Il faut faire confiance aux gens qui vont recruter. Ce sont des chercheurs, ce sont des enseignants-chercheurs qui ont obtenu des financements européens, qui vont recruter des ingénieurs, qui vont recruter des techniciens et qui, en réalité, passent actuellement la moitié de leur temps à savoir comment ils vont pouvoir les garder de contrat en contrat jusqu'au moment où ils ne peuvent plus les garder
Et c'est à ça que répondent les CDI de mission scientifique. Bien. Alors, Madame Ressiguet, vous avez encore demandé à prendre la parole. Je vous la donne, puis ensuite je passerai au vote. Merci. Je crois que le débat gagnerait à ce qu'on se dise les choses franchement. Un CDI de mission, ce n'est pas un CDI, c'est un CDD. Qu'on ait des différences idéologiques, qu'on ait une vision des choses différentes, très bien, mais c'est normal, c'est la démocratie. Mais si on veut débattre normalement, on ne peut pas s'entendre dire quand on n'est pas d'accord avec vous qu'on n'est pas dans le réel. Moi, j'entends pas la foule en délire quand on fait les auditions, quand on va voir la communauté scientifique qui réclame de la précarité. Voilà. La concurrence à outrance et la précarité, ça n'a rien de stimulant. En réalité, vous ouvrez une branche, on a déjà vu le film plusieurs fois dans d'autres domaines, pour mettre fin au statut de fonctionnaire. Disons-nous les choses et débattons de ça. Bien. Excusez-moi, juste un mot. Si nous voulions mettre fin au statut de fonctionnaire, nous ne créerions pas des emplois sous plafond État et nous n'investirions pas 25 milliards d'euros dans la recherche publique sur les 10 prochaines années. Parce que, excusez-moi, mais c'est une drôle de façon d'utiliser l'argent public pour détruire la recherche, pour détruire les emplois de titulaires, que d'en créer et que de refinancer la recherche. Donc effectivement, je pense que nous ne partageons pas la même vision de ce que doit être la recherche. Bien. Je vais mettre aux voix ces amendements identiques de suppression. Qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Madame Faucillon, le 57. Il est défendu. Ah, pardon. Ah. Mais mieux que ça, même, Madame Faucillon. Ah, bah ça m'étonne pas. Plaignez-vous, plaignez-vous. Monsieur Le Bouec. Merci, Monsieur le Président. Le présent amendement vise à assurer une égalité des chances réelles dans les établissements pour les contrats à durée indéterminée après un appel public à candidature. Il s'agit ici d'empêcher toute discrimination, notamment de genre, en raison d'un handicap ou encore en raison du lieu de résidence de la personne susceptible d'être recrutée. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Chers collègues, je te sais très attaché à ce principe de non-discrimination auquel nous sommes tous attachés. Dans la fonction publique, il s'applique à tous les agents de la fonction publique, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels. Il est prévu à l'article 6 de la loi de 83. L'article 6 bis prévoit quant à lui qu'aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Un décret du 24 août 2016 a étendu le bénéfice de ces dispositions aux agents contractuels de droit public et précise qu'aucune mesure discriminatoire directe ou indirecte concernant le recrutement ne peut être prise à leur égard. Donc cet amendement est satisfait. Je demande le retrait. Monsieur Le Bouec. Avec des excellentes explications, je vais le retirer, Madame la rapporteure. Il est Merci, donc Monsieur le Président. retiré. Je vous en prie, Monsieur Le Bouec. 299, Madame Manin. Oui, merci, Président. Notre amendement, c'est un amendement de repli. Nous proposons de limiter ce contrat à 6 ans, afin qu'au-delà de cette période, le chercheur bénéficie d'un vrai CDI avec des conditions normales de licenciement et qu'il ne se retrouve pas dans une situation de précarité à vie. Merci, Madame la rapporteure. Dès lors qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, ce sera un non-sens que de mettre un plafond. Donc, ça deviendrait un contrat déterminé. Donc, avis défavorable. Bien. Avis défavorable. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 478, Madame la rapporteure. Alors, cet amendement vise à éviter, en cas d'épuisement de l'objet d'un contrat à durée indéterminée de mission scientifique, que l'employeur ne poursuive les travaux de recherche sous la forme d'une continuation dissimulée par l'emploi de nouveaux contractuels. Il est ainsi prévu que l'employeur justifie de l'arrêt effectif de l'activité de recherche associée au projet et que cette activité ne peut être poursuivie par le recours à de nouveaux contrats portant sur des missions similaires. Très bien, c'est donc les précisions dont il était question tout à l'heure. Je mets aux voix cet amendement de Madame la rapporteure qui est pour. Levez les mains, chers collègues, qui est contre. Il est adopté. Le 300, Madame Tolmont. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à prévoir la justification par l'employeur de l'arrêt effectif du projet et l'impossibilité de recruter ensuite sur des missions similaires. Il vise à protéger les titulaires d'un doctorat des situations contractuelles abusives par lesquelles un employeur
plutôt que de miser dans la durée sur un post-doctorant par le biais d'un CDD longue durée ou un CDI, enchaîne plusieurs missions successives avec des personnes différentes pour une mission ou un projet de recherche de nature identique. Cet amendement prend ainsi en compte le fait que la plupart des projets de recherche, même s'ils ont une durée limitée, contribuent à conduire des missions de recherche permanentes. Bien, Madame la rapporteure. Il est satisfait par le précédent amendement qui a été adopté. Donc je demande un retrait. Il est satisfait. Demande de retrait. Non, vous maintenez. Je mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 427, Madame la rapporteure. 427. Ah oui, c'est pour fixer, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, fixer par décret les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé. Donc, afin d'encadrer davantage le CDI de mission scientifique. Madame Rilhac. Simplement, cet amendement, en effet, est très important. Ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir permettre de clarifier dans le texte des choses qui devaient apparaître uniquement par décret. Donc, merci d'avoir fait cette proposition. Bien, je mets aux voix avec avis favorable. Qui est pour, qui est contre, est adopté. Le 293, Madame Manin. Oui, notre amendement vise à réaffirmer les principes d'autonomie de la démarche scientifique et de libre exposition garantie par les statuts des personnels de recherche et d'enseignement supérieur. Ces nouveaux contrats, qui sont autant de dérogations au statut de chercheur et d'enseignant-chercheur, sont en rupture totale, on l'a déjà dit, avec la conception française de la recherche. Aussi est-il essentiel de préciser que ces grands principes doivent s'appliquer aux contractuels dans le cadre de leur mission. Merci, Madame la rapporteure. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'article L411-3 du Code de la recherche s'applique à l'ensemble des personnels de la recherche publique. Donc, il le prévoit expressément. Cet amendement est donc satisfait. Je demande le retrait. Demande de retrait. Il est retiré. Le 324, Madame Tolmont, Madame Manin, est défendu. Votre avis favorable? Défavorable. Je mets de voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 428, Madame la rapporteure. Cet amendement propose qu'un rapport spécifique sur l'utilisation des nouvelles dispositions relatives à la création d'un contrat à durée indéterminée de mission scientifique soit rendu au Parlement dans un délai de 5 ans après la publication de la loi. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 6 ainsi modifié, qui est pour l'article 6, qui est contre, il est adopté. Après l'article 6, article additionnel pour Madame Faucillon. Oui, un amendement qui entend rendre plus contraignant une phrase qui est présente dans le cadre de la recherche, qui dit « concourt à assurer une représentation équilibrée ». Nous proposons de les remplacer par « assure une représentation paritaire ». Bon, je crois qu'ici, nous savons combien pendant des années, dans différents textes de loi, mais aussi dans nos associations, dans nos partis politiques, nous avons eu ces formules qui tendaient à la parité, tendaient à plein de choses comme ça, de manière équilibrée, et combien, généralement, ça ne faisait rien progresser, et combien ce sont généralement les lois sur la parité, les choses inscrites et contraignantes qui ont permis que nous avancions. Donc je crois qu'il faut aussi que dans nos textes de loi, plutôt que d'énoncer des principes, et c'est déjà bien de les énoncer, il faut que nous puissions chercher à les rendre effectifs. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la rapporteure. Alors, je partage la volonté de votre amendement de mieux permettre la représentation des femmes dans les différentes instances. Nous savons que les femmes sont très minoritaires dans certaines disciplines scientifiques. Je le déplore d'ailleurs comme vous. Mais je crois que nous devons faire preuve de volontarisme et, en revanche, ne pas adopter ce type d'amendement parce que ça risque d'être contre-productif, là où il y a peu de femmes. D'autant plus qu'il y a déjà des dispositions légales qui existent et qui permettent une parité dans les conseils à hauteur de 40%. La loi Fioraso. Madame Faucillon. 2013. En fait, c'est les arguments qu'on a entendus pendant des années. Vous savez, les notables locaux, hommes, les maires, ils racontaient la même chose pour leurs conseils municipaux. On a entendu ça dans nos partis politiques. On a entendu toujours ça. Et c'est les arguments qui ont fait qu'à un moment, comme ça n'avançait pas, il fallait rendre les choses contraignantes. D'autant qu'il y a des labos, par exemple, ou des lieux de recherche où il y a des femmes majoritairement. On a l'impression que vous n'en parlez pas, mais ça existe aussi aujourd'hui. On n'attaque pas la recherche, là. On fait en sorte que, justement, je trouve, elle trouve
plus d'essor parce qu'elle saura trouver les voies de la parité. Mais je vous assure qu'entendre cet argument, pour moi, c'est vraiment un retour en arrière que de dire ça. Ce sont les arguments que nous avons entendus contre tous les articles ou les lois de parité. C'est plus possible d'entendre ça. Bien. Alors, Madame la ministre. Pardon, je voudrais juste être clair sur le fait que, en réalité, il y a déjà une proportion de 40% qui est imposée pour... on ne peut pas dépasser 60% d'un sexe pour les personnes qualifiées dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance, dans l'ensemble des organes équivalents des établissements publics. C'est la loi Sauvadet du 12 mars 2012. La loi Fioraso du 22 juillet 2013 renforce ces obligations, notamment pour les conseils d'administration, qui doivent être impérativement paritaires. Voilà, sur cette question-là, il me semble que dans la fonction publique de l'enseignement supérieur et de la recherche, les choses sont déjà au niveau de ce que vous souhaitez. Ou alors, je n'ai pas complètement compris ce que vous demandiez, parce que c'est déjà la loi Sauvadet et la loi Fioraso qui imposent cette parité. Bien. Avec les explications de Madame la ministre, je mets aux voix l'amendement de Madame Faucillon sur le fond duquel il n'y a pas de désaccord. Simplement, vous estimez qu'il est satisfait, Madame la ministre. Je mets aux voix. Qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté. Article 7, Madame la rapporteure, amendement de cohérence, 429. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Monsieur Le Bohec pour le 355. Cet amendement vise à assurer l'égalité des chances dans l'accueil des doctorants et des chercheurs étrangers qui ne sauraient être écartés en raison de leur situation de handicap. Madame la rapporteure. Voilà, on est d'accord. Donc cet amendement me semble déjà satisfait par les dispositions existantes en matière d'accueil des personnes en situation de handicap pour les établissements d'enseignement supérieur. Ça s'applique à tous, donc je demanderai le retrait. Il est satisfait. Demande de retrait. 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 Je mets au voie l'article 7 ainsi modifié. Qui est pour l'article 7, qui est contre, il est adopté. Après l'article 7, deux amendements identiques. Monsieur Villani et Monsieur Henriet. Oui, cet article s'inscrit... Attendez. Non, simplement, on a voté sur l'article 7, il y avait un seul amendement qui a été voté. Mais j'aime aussi beaucoup la courtoisie, Monsieur Larry. Vous ne pouvez pas me faire le reproche. Non, d'accord, je vais faire attention, mais simplement, quand il s'agit d'amendements de cohérence comme il s'agissait, simplement, pas discuter pendant 3 heures sur un amendement de cohérence. Bien. Excusez-moi de vous bousculer, Monsieur Larive. Alors, Monsieur Villani pour le 337. Merci, Monsieur le Président. Là encore, il s'agit de valoriser le diplôme de doctorat. Nous en avons discuté tout à l'heure de cet objectif. Et cet article additionnel prévoit qu'au moment du décret d'application, soient bien mis en valeur les différentes possibilités qui s'offriront aux docteurs pour valoriser leur diplôme dans les emplois auxquels ils pourront accéder. Monsieur Henriet, identique. Identique. Madame la rapporteure. Alors, cet amendement me paraît satisfait par l'article L. 412-1 du Code de la recherche qui prévoit que les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emploi de catégorie A sont adaptés afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. Que l'expérience résultant du doctorat est prise en compte dans le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation dans ces corps et que les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilés à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'ENA. Donc, je vous demanderai le retrait. Monsieur Villani et Monsieur Henriet. Je propose que nous prenions le temps, avant la séance, d'examiner ligne par ligne attentivement le code pour vérifier qu'il est bien satisfait. Et je vois, votre réponse montre bien en tout cas qu'il y a
concours entre nous, je suis d'accord pour le retirer dans l'attente de le retravailler avec vous pendant la séance, s'il y a lieu. Bien, ils sont retirés et comme nous étions après l'article 7, il n'y a pas de vote sur l'article. Par contre, sur l'article 8, où il n'y a pas d'amendement, il va y avoir un vote. Je mets aux voix l'article 8. Qui est-ce qui est pour? Qui est-ce qui est contre? Il est adopté. Mais je vous en prie, Madame Bréziguet. Et Madame Tolon. Bien. Alors, à l'article 9, nous avons 4 amendements identiques. Je devine qu'ils sont de suppression. Madame Faucillon. Oui, amendement de suppression, car comme je ne sais pas si on partage le constat, mais on voit bien à quel point aujourd'hui il y a de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses qui souhaitent trouver un emploi stable dans la recherche et qu'il y a aussi des budgets qui sont extrêmement comprimés. Et donc aujourd'hui, chercher à ce qu'on puisse permettre à des chercheurs d'exercer plus longtemps encore, je vous avoue que la logique semble paradoxale, d'autant qu'il existe le titre de professeur émérite, que celui-ci permet de continuer à chercher. Il permet aussi de continuer à transmettre aux jeunes générations. Et que donc, je pense que la volonté, je vais pas faire la rapporteure à la place, mais c'est déjà satisfait, quoi, en fait. Ça existe aujourd'hui. Les professeurs émérites, ils peuvent continuer aujourd'hui à chercher, ils peuvent transmettre, et c'est un plus quand ils souhaitent le faire. Mais je ne vois pas pourquoi, en tout cas, on allongerait ça tout en expliquant quelque part qu'il y a des budgets contraints et que les jeunes chercheurs ne peuvent pas être titularisés et qu'il faut créer des CDI de mission. Merci. Monsieur Larive. Oui, merci, Monsieur le Président. Et je pense que je vais faire comme vous, Madame la Ministre, je vais rester dans le réel parce que je suis d'accord avec Madame Faucillon, parce que plusieurs syndicats nous l'ont dit aussi. Il existe déjà des possibilités de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge dans la fonction publique. Et le fait que le ministère, lui, refuse quasiment systématiquement des fois systématiquement donc ces demandes, conviendrait donc d'abord de faire le bilan des dispositifs existants avant peut-être d'en inventer d'autres. Merci. Madame Tolmont. Merci, Président. Pardon. Donc, cet amendement vise également à supprimer la possibilité de reporter jusqu'à 5 ans le départ à la retraite des lauréats. En fait, si cet article répond à une certaine cohérence, celle de garantir la continuité et le bon pilotage d'un projet en cours par le même responsable qui l'a supervisé dès ses débuts, il reflète aussi une certaine tendance dans le monde universitaire et professionnel à ne pas anticiper ou préparer la succession d'un collaborateur qui peut faire valoir ses droits à la retraite. Cela participe à retarder l'entrée sur le marché du travail de jeunes actifs formés et n'encourage pas une transmission sereine des compétences et des connaissances. Merci. Et Monsieur Villani. Oui, c'est de bonnes pratiques, je dirais, quand on est responsable d'un projet et qu'on atteint le terme de sa carrière, que de confier à la relève, à des jeunes, la responsabilité de ce projet et de savoir mettre les jeunes en avant. Il est important, à l'époque où nous devons redorer le blason de la recherche, parler d'attractivité pour nos jeunes, d'être en cohérence aussi avec cela et d'insister sur tout ce qui incite notre système à confier des recherches à des jeunes pleins de talent et d'avenir et pas forcément aux grands chercheurs en fin de carrière. C'est pourquoi je n'ai pas été convaincu par la pertinence de cet article 9. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors en fait, là encore, il s'agit de prendre en compte la possibilité de satisfaire le fait qu'un certain nombre de titulaires, notamment d'ERC seniors, puissent terminer leur ERC. Les bourses européennes de type ERC nécessitent d'être en activité. La position de professeur émérite est une position en fait qui est accordée par les établissements, pas du tout par le ministère, à des professeurs qui partent à la retraite, mais qui conservent ainsi le droit d'encadrer des thèses, mais qui par contre ne sont pas éligibles sur les financements européens. Le résultat, c'est que ces professeurs se font recruter dans d'autres pays sous forme de professeurs associés et donc partent avec leur financement de type ERC senior. Voilà, c'est pour un certain nombre de cas très particuliers, très limités, et sauf à ce que l'immense majorité de nos collègues soient titulaires d'une ERC au moment où ils
souhaitent partir à la retraite, je pense qu'il n'y a pas de vrai risque que l'on empêche les jeunes d'accéder aux carrières scientifiques. Donc ce sont vraiment des cas extrêmement limités. Ce sont néanmoins des cas qui commencent à poser problème, y compris parce que c'est une déperdition, si je puis dire, à la fois de moyens et de rayonnement international. Bien. Je vais donc mettre aux voix ces amendements de suppression avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Madame Gomez-Bassac, le 430. Il s'agit juste d'étendre le bénéfice du report de la limite d'âge aux chargés de recherche et aux maîtres de conférences. Pareil, ce sera des situations vraiment à la marge pour une égalité. Bien. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, est adopté. Et Madame Tolmont. Oui, il s'agit là d'un amendement de repli qui vise à reporter, à permettre la possibilité de reporter à 2 ans tout au plus. Madame la rapporteure. Les projets ayant été retenus à l'issue d'appels d'offres internationaux sont pour certains d'entre eux des projets se déroulant sur plusieurs années. La durée de 5 ans a été retenue à dessein afin de ne pas remettre en cause le bon déroulement des projets lauréats. Donc ce sera un avis défavorable. Avis défavorable. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 9 ainsi modifié. Qui est pour l'article 9, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je vous propose... Il est adopté, pardon. Vous avez fini, vous avez presque gagné votre guerre psychologique. Bien, je vous propose une suspension de séance de 10 minutes. Nous reprenons à 18h55, s'il vous plaît.